Pourquoi l'islam résonne chez Siar? Une plongée géopolitique profonde. Permettez-moi de vous ramener à une soirée tranquille à Cordoue en mars dernier. La Mesquita cathédrale, ce monument à couper le souffle de l'histoire complexe de l'Espagne, accueillait son premier dîner iftar depuis des siècles. Des centaines de siars catholiques, laïcs et musulmans ont rompu le pain ensemble sous les arches où se trouvaient autrefois les églises wisigothes, puis les mosquées omeyyades, puis les cathédrales chrétiennes. L'événement a à peine fait la une des journaux internationaux. Mais pour quiconque comprend les changements tectoniques qui remodèlent l'Europe, il s'agit d'un moment sismique. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier les lignes de fracture de l'identité civilisationnelle, en particulier dans le bassin méditerranéen. Et ce que j'ai vu à Cordoue n'était pas seulement un dialogue interreligieux, c'était le symptôme visible d'une transformation bien plus profonde. L'Espagne, une nation qui a passé 700 ans à expulser les musulmans et les juifs, qui s'est définie à travers la Reconquista et l'Inquisition, connaît aujourd'hui un renouveau islamique discret mais profond. Pas celui que l'on voit dans les gros titres radicalisation, terrorisme ou migration de masse, mais quelque chose de bien plus, un réveil culturel et spirituel parmi les siars eux-mêmes. Le récit officiel est que l'islam en Espagne est une histoire d'immigration. Le gouvernement nous dit que les 2,5 millions de musulmans du pays sont en grande majorité des migrants économiques marocains, pakistanais ou sénégalais qui apportent leur foi avec eux. Les médias renforcent cela avec des histoires sur les mosquées de Ceuta, les bouchées halal à Barcelone et les tensions occasionnelles dans les quartiers populaires. Cela implique que l'islam est une force extérieure, un défi à gérer, et non une tradition autochtone. Mais il y a un problème avec ce récit. Il ignore la vérité qui dérange, le renouveau islamique en Espagne ne concerne pas seulement les immigrants. Il s'agit des siars de souche, pour la plupart catholiques ou laïcs qui redécouvrent l'islam comme une alternative spirituelle, intellectuelle et même politique. Et les chiffres ne mentent pas, commençons par les données. Les chiffres du gouvernement siche montrent qu'entre 5 et 10% de la population musulmane du pays sont des conversos, des siars originaires qui se sont convertis à l'islam. Cela représente entre 125 000 et 250 000 personnes. Mais voilà où cela mène, il ne s'agit pas seulement de cas isolés. Ils sont concentrés dans des régions spécifiques: Andalousie, Catalogne, Valence, et parmi des jeunes spécifiques, instruits, urbains et de plus en plus engagés politiquement. Dans des villes comme Grenade et Séville, des communautés entières de musulmans siches se forment, complétées par des cercles d'études soufis, des librairies islamiques et même des bars à tapas halal. Ce n'est pas de l'immigration. C'est le retour. Alors pourquoi cela se produit-il? L'explication officielle est la curiosité culturelle. L'Espagne, après tout, était autrefois à l'Andalus, une civilisation où coexistaient musulmans, chrétiens et juifs. Certains siars, raconte-t-on, redécouvrent simplement leur héritage. Mais cette explication est trop soignée, trop aseptisée. Il ignore les forces plus profondes de la crise de l'identité européenne, l'échec du libéralisme laïque et le vide géopolitique dans lequel l'islam s'enfonce. Laissez-moi vous dire ce qui se passe réellement. Il y a d'abord la dimension spirituelle. L'Europe est au milieu d'une profonde crise de sens. L'Église catholique, autrefois fondement de l'identité siche, est en chute libre. Seuls 20% des siars assistent régulièrement à la messe, et parmi les jeunes, ce nombre tombe à un chiffre. Pendant ce temps, le libéralisme laïque qui met l'accent sur l'individualisme, le consumérisme et l'atomisation a laissé un vide. L'islam, avec son cadre moral clair, l'accent mis sur la communauté et sa résistance aux excès du capitalisme avancé, comble ce vide. Pour les siars désillusionnés à la fois par l'Église et par la modernité, l'islam offre un retour à la tradition sans le bagage du déclin institutionnel. Mais il ne s'agit pas seulement de spiritualité. Il y a aussi une dimension politique. La renaissance islamique en Espagne s'inscrit dans le contexte d'un réalignement européen plus large. Le vieux clivage gauche-droite s'effondre et, à sa place, nous assistons à la montée d'un nouveau défaut idéologique, mondialisme contre souveraineté, laïcité contre identité religieuse, et peut-être plus important encore, Occident contre le reste. L'islam, pour de nombreux siars, n'est pas seulement une religion, c'est une forme de résistance. Résistance à l'hégémonie culturelle américaine, résistance à la bureaucratie excessive de l'UE et résistance à la décadence morale qu'ils constatent dans la société occidentale. C'est là que l'histoire géopolitique devient fascinante.
La renaissance islamique en Espagne ne se produit pas en vase clos. Cela fait partie d'un combat beaucoup plus vaste pour l'âme de l'Europe, un combat qui oppose les États-Unis, avec leur vision d'une Europe libérale, laïque et mondialisée, à un monde multipolaire émerge dans lequel la Russie, la Chine et le monde islamique proposent des modèles alternatifs de civilisation. Relions les points. Les États-Unis considèrent depuis longtemps l'Europe comme leur arrière-cour culturelle et politique. L'UE, l'OTAN et l'Alliance transatlantique ont toutes été conçues pour maintenir l'Europe fermement dans la sphère d'influence américaine. Mais cette influence diminue. La guerre en Irak, la crise financière de 2008 et la montée des mouvements populistes à travers l'Europe ont érodé la confiance dans l'ordre dirigé par les États-Unis. Et dans cette brèche, d'autres puissances interviennent. La Russie, pour sa part, entretient des liens avec les conservateurs religieux européens catholiques, chrétiens orthodoxes, bien sûr, musulmans. Le discours de Moscou est que l'Occident est en déclin moral et que la Russie est le dernier défenseur des valeurs traditionnelles. Ce message résonne en Espagne, où le souvenir du nationalisme catholique de Franco persiste encore. Mais la Russie n'est pas le seul acteur. La Turquie, sous Erdogan, a fait la promotion agressive de son type d'islam politique à travers l'Europe. La Diyanet turque, la direction des affaires religieuses du pays, finance des mosquées, forme des imams et exporte une vision de l'islam à la fois pieuse et nationaliste. Et puis il y a l'Arabie saoudite, qui a passé des décennies à promouvoir le wahhabisme, une forme puritaine et anti-occidentale de l'islam à travers son réseau de mosquées et d'organisations caritatives. Mais c'est ici que ça se complique. Le renouveau islamique en Espagne n'est pas seulement une question d'influence étrangère. C'est aussi une question de politique intérieure. La gauche siche, en particulier la gauche radicale, est depuis longtemps ambivalente à l'égard de l'islam. D'un côté, ils considèrent les musulmans comme des victimes de l'impérialisme occidental, un récit qui correspond parfaitement à leur vision du monde anti-américaine et anti-OTAN. D'un autre côté, ils sont profondément attachés à la laïcité, au féminisme et aux droits LGBTQ, qui entrent tous en conflit avec les valeurs islamiques traditionnelles. Cette tension a créé un sentiment étrange, la gauche est à la fois sympathique et hostile à l'islam. La droite, quant à elle, est prise dans ses propres contradictions. Le Partido Popular conservateur et le parti d'extrême droite Vox dénoncent tous deux l'islamisation, mais ils le font par nostalgie culturelle. Ils veulent revenir à une Espagne catholique, traditionnelle et homogène, une Espagne qui n'a jamais vraiment existé. Et dans leur obsession pour la menace musulmane, ils n'ont pas réalisé que le véritable défi n'est pas l'immigration. C'est le fait que leur propre peuple choisit l'islam. Parlons maintenant des implications militaires et stratégiques. L'Espagne est membre de l'OTAN, un allié clé dans l'architecture de sécurité américaine et un pont entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Mais que se passe-t-il lorsqu'une partie importante de la population siche commence à s'identifier davantage au monde islamique qu'à l'Occident ? Nous en avons déjà vu des indices. En 2017, un siche converti à l'islam a été arrêté pour avoir planifié un attentat terroriste à Barcelone. En 2020, un groupe de musulmans siches s'est rendu en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Il s'agit de cas isolés, mais ils témoignent d'une radicalisation plus importante d'un segment restreint mais croissant de la communauté musulmane siche. Mais la plus grande préoccupation est d'ordre géopolitique. Si la renaissance islamique en Espagne se poursuit, elle pourrait affaiblir l'alignement du pays sur l'Occident. Nous avons déjà vu cela se produire. Dans les années 1970, la Turquie était un membre laïque et pro-occidental de l'OTAN. Aujourd'hui, c'est une puissance révisionniste qui flirte avec la Russie, soutient le Hamas et défie les intérêts américains au Moyen-Orient. L'Espagne pourrait-elle suivre une voie similaire ? Peu probable à court terme, mais pas impossible à long terme. Laissez-moi tranquille, je ne prédis pas une prise de contrôle de l'Espagne par les musulmans. C'est le genre d'absurdités alarmistes qui font vendre des livres mais qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Ce que je dis, c'est que l'Espagne connaît un changement culturel discret mais profond, qui pourrait avoir des conséquences géopolitiques majeures. Alors, que nous réserve l'avenir ? Passons en revue les scénarios. Scénario 1, le meilleur cas, le renouveau islamique en Espagne reste un phénomène marginal, confiné à de petites communautés de convertis et d'immigrés. L'identité catholique du pays se réaffirme et l'Espagne reste fermement dans le camp occidental.
Ce scénario suppose que le libéralisme laïque de l'UE retrouve son attrait, que l'économie de Sich reste stable et qu'aucun choc géopolitique majeur ne se produise. Scénario 2, le cas le plus probable, le renouveau islamique en Espagne se poursuit, mais il est absorbé par le tissu pluraliste du pays. L'islam devient un élément permanent du paysage culturel espagnol, tout comme c'était le cas en Al-Andalus. Le gouvernement gère les tensions grâce à une combinaison de politiques d'intégration et de mesures de sécurité. L'Espagne reste membre de l'OTAN, mais sa politique étrangère devient plus indépendante, notamment sur des questions comme la Palestine et l'Afrique du Nord. C'est le scénario le plus probable, mais c'est aussi le plus instable, car il dépend d'un délicat équilibre des forces. Scénario 3, le pire des cas, la renaissance islamique en Espagne s'accélère, alimentée par la crise économique, l'instabilité politique et l'influence étrangère. Le pays devient un champ de bataille entre les libéraux laïcs, les nationalistes catholiques et les conservateurs islamiques. La violence éclate et l'alignement de l'Espagne avec l'Occident s'affaiblit. Ce scénario est peu probable, mais il n'est pas impossible. Si l'UE s'effondre, si les États-Unis se retirent d'Europe ou si une attaque terroriste majeure se produit, tous les paris sont ouverts. Maintenant, regardons la situation dans son ensemble. Le renouveau islamique en Espagne n'est qu'un élément d'un déclin bien plus vaste de l'hégémonie américaine et de la montée d'un monde multipolaire. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis ont poursuivi une stratégie d'hégémonie libérale, promouvant la démocratie, le libre marché et les droits de l'homme dans le monde. Mais cette stratégie a échoué. L'Irak, l'Afghanistan, la Libye, ce sont tous des catastrophes. Et aujourd'hui, les États-Unis sont confrontés à un monde où leur influence décline, où la Russie et la Chine remettent en question leur domination et où le monde islamique affirme sa propre identité. La question, que devraient faire les États-Unis à ce sujet? Les faucons vous diront que nous devons redoubler d'efforts, plus de bases militaires, plus de changements de régime, plus de promotion de la démocratie. Mais c'est la recette du désastre. Les réalistes, en revanche, vous diront que nous devons accepter un monde multipolaire, dans lequel les grandes puissances gèrent leur sphère d'influence et évitent les conflits directs. C'est la seule voie durable à suivre. Alors qu'est-ce que cela signifie pour l'Espagne? Cela signifie que les États-Unis doivent cesser de considérer l'Europe comme un partenaire junior et commencer à la traiter comme une entité souveraine ayant ses propres intérêts. Cela signifie que nous devons nous engager auprès des communautés islamiques d'Espagne, non pas comme une menace, mais comme un pont potentiel vers le monde musulman. Et cela signifie que nous devons accepter que l'évolution culturelle et politique de l'Espagne ne nous appartient pas. Laissez-moi vous laisser avec cette pensée. L'histoire du renouveau islamique en Espagne n'est pas seulement une question de religion. C'est une question d'identité. Il s'agit de la lutte entre tradition et modernité, entre l'Occident et le reste, entre le passé et le futur. Et c'est une histoire qui est loin d'être terminée. La question, est-ce que nous en tirerons des leçons ou allons-nous répéter les erreurs du passé? J'étudie cette question depuis des décennies et je peux vous dire que les pays qui s'adaptent survivent. Ceux qui ne le font pas, à l'histoire. L'Espagne est à la croisée des chemins. Les choix qu'elle fera dans les années à venir façonneront non seulement son propre avenir, mais aussi celui de l'Europe et du monde. Et c'est, mes amis, pourquoi c'est important. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la renaissance islamique en Espagne ne se produit pas dans le vide, elle fait partie d'un réalignement géopolitique plus large qui remodèle la Méditerranée, l'Afrique du Nord et même l'Atlantique. Le complexe militaro-industriel américain a passé des décennies à traiter l'Espagne comme un simple centre logistique pour ses opérations au Moyen-Orient et en Afrique, depuis la base navale de Rota jusqu'aux avant-postes de surveillance par drone en Andalousie. Mais cela change. L'Espagne ne se contente plus d'être le porte-avions insubmersible des États-Unis en Europe. Il regarde vers le sud, vers le Maroc, l'Algérie et le Sahel, où se jouent les véritables dynamiques de pouvoir du XXIe siècle. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le Sahel est la nouvelle frontière de la compétition entre grandes puissances. Le groupe russe Wagner est implanté au Mali, au Burkina Faso et au Niger, offrant une sécurité en échange de droits miniers et d'influence politique. La Chine construit des ports en Mauritanie et au Sénégal, dans le cadre de son initiative, la ceinture et la route. Et les États-Unis ?
Elle est coincée dans une posture réactive, s'efforçant de contrer les initiatives russes et chinoises tandis que ses alliés européens, la France en particulier, sont chassés par des coups d'État locaux et des réactions anticoloniales. L'Espagne, avec ses liens historiques avec l'Afrique du Nord et sa population musulmane croissante, est particulièrement bien placée pour jouer un rôle de médiateur. Mais Washington ne voit pas les choses de cette façon. Pour le Pentagone, l'Espagne n'est encore qu'une base pour les opérations au Moyen-Orient, et non un acteur souverain ayant ses propres intérêts stratégiques. Voilà pourquoi les États-Unis perdent leur emprise sur la Méditerranée. Pendant des décennies, le flanc sud de l'OTAN a été traité comme un théâtre secondaire, un lieu où la véritable action se déroulait dans les pays baltes ou dans la mer Noire. Mais ce n'est plus le cas. La Turquie, sous Erdogan, a transformé la Méditerranée orientale en une zone de contestation, défiant la Grèce et Chypre sur les gisements de gaz et les frontières maritimes. La Libye est un État en faillite, un terrain de jeu pour les mercenaires russes et les drones turcs. Et le Maroc, voisin au sud de l'Espagne, s'affirme comme une puissance régionale, tirant parti de son contrôle sur le Sahara occidental pour extraire des concessions de l'Europe et des États-Unis. L'Espagne est prise au milieu de tout cela. D'un côté, les États-Unis font pression pour davantage d'intégration à l'OTAN, davantage de dépenses militaires et davantage de confrontation avec la Russie. De l'autre, il y a un segment croissant de la population siche en particulier parmi les communautés plus jeunes, urbaines et musulmanes qui considèrent l'OTAN comme une partie du problème et non comme la solution. Le sommet de l'OTAN de 2022 à Madrid était censé être une démonstration d'unité, mais il n'a fait que mettre en évidence les fissures de l'alliance. Pendant que Biden était occupé à faire la leçon à l'Europe sur la menace russe, l'Espagne négociait tranquillement avec l'Algérie pour sécuriser ses approvisionnements en gaz, sachant pertinemment que son avenir énergétique ne dépend pas de la bonne volonté de Washington. Et puis il y a l'aspect militaire. Les forces armées espagnoles connaissent une transformation discrète mais profonde. L'ancien modèle lourdement équipé par les États-Unis et axé sur la défense territoriale cède la place à quelque chose de nouveau. La marine siche étend ses capacités amphibies et envisage de jouer un rôle dans l'Indo-Pacifique dans le cadre de l'effort d'autonomie stratégique de l'UE. L'armée investit dans la cyberguerre et la guerre électronique, consciente que le prochain conflit ne sera pas mené uniquement avec des chars et de l'infanterie. Et l'armée de l'air ? Ils modernisent leur flotte d'Eurofighter, mais ils s'intéressent également aux drones et aux missiles hypersoniques, des technologies sur lesquelles les États-Unis ne détiennent plus le monopole. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'islam ? Tout. L'armée espagnole reflète de plus en plus sa société. Les siars musulmans s'enrôlent en nombre croissant dans les forces armées, non pas en raison d'un sentiment déplacé de ferveur djihadiste, mais parce qu'ils considèrent l'armée comme une voie d'ascension sociale, tout comme leurs pères non musulmans. Le gouvernement siche, pour sa part, a pris soin de ne pas présenter cela comme une menace pour la sécurité. Contrairement à la France, qui a vu ses forces militaires et policières infiltrées par des extrémistes d'extrême droite, l'Espagne a adopté une approche plus pragmatique. Il reconnaît que sa population musulmane est un atout et non un handicap, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre la radicalisation et de jeter des ponts avec l'Afrique du Nord. Mais c'est ici que ça se complique. Les États-Unis partent toujours du principe que les communautés musulmanes d'Espagne constituent une cinquième colonne potentielle, une source d'instabilité qui doit être surveillée et contrôlée. C'est pourquoi l'accent est mis autant sur la coopération antiterroriste, sur le partage de renseignements, sur le type d'approche axée sur la sécurité qui traite l'islam comme un problème à gérer plutôt que comme une réalité à intégrer. Le gouvernement siche, et c'est tout à son honneur, a résisté à cette formulation. Elle sait que la véritable menace n'est pas l'islam, mais la marginalisation des communautés musulmanes, qui crée les conditions d'une radicalisation. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2017, l'Espagne a subi sa pire attaque terroriste depuis plus d'une décennie lorsqu'une cellule de djihadistes d'origine marocaine a foncé avec une camionnette sur la foule sur les Ramblas de Barcelone, tuant 16 personnes. La réponse des autorités de Siche a été mesurée. Il n'y a eu aucune arrestation massive, aucun programme de surveillance à grande échelle, aucun appel à l'interdiction du hijab ou à la fermeture des mosquées. Au lieu de cela, le gouvernement a travaillé avec les dirigeants de la communauté musulmane pour empêcher de nouvelles attaques, reconnaissant que le meilleur moyen de lutter contre l'extrémisme passe par l'inclusion et non par la répression.
Comparez cela à l'approche américaine au lendemain du 11 septembre, où des communautés entières ont été soumises à une surveillance de masse, où les mosquées ont été infiltrées par des informateurs, où le simple fait d'être musulman est devenu une source de suspicion. Le résultat ? Une génération de musulmans américains qui se sentent étrangers à leur propre pays et qui voient le gouvernement comme un adversaire plutôt que comme un protecteur. L'Espagne, en revanche, a réussi à éviter ce piège. Ce n'est pas parfait, il y a encore des problèmes de discrimination, d'islamophobie et de tentatives de l'extrême droite d'exploiter les craintes liées à l'immigration. Mais dans l'ensemble, l'Espagne a mieux géré sa population musulmane que la plupart des pays occidentaux. Alors pourquoi est-ce important pour la situation géopolitique plus large ? Parce que l'Espagne est un test pour la manière dont l'Occident peut s'adapter à un monde multipolaire. Les États-Unis veulent que l'Espagne soit un allié fidèle à l'OTAN, un rempart contre la Russie et une base pour ses opérations militaires mondiales. Mais l'Espagne a d'autres idées. Elle se considère comme une puissance méditerranéenne, un pont entre l'Europe et l'Afrique, un pays capable de naviguer dans les complexités d'un monde où les vieilles certitudes de l'hégémonie américaine ne s'appliquent plus. Les implications militaires sont profondes. Si l'Espagne continue de diversifier ses alliances, si elle approfondit ses liens avec le Maroc et l'Algérie, si elle investit dans ses propres capacités de défense plutôt que de s'appuyer sur les États-Unis, le flanc sud de l'OTAN devient alors beaucoup plus compliqué. Les États-Unis ne pourront plus tenir l'Espagne pour acquise. Elle devra rivaliser pour obtenir de l'influence et offrir autre chose que de simples garanties de sécurité et une aide militaire. Et c'est une bonne chose. Parce que l'alternative, un monde dans lequel les États-Unis tentent de contraindre l'Espagne à jouer un rôle subordonné, est une recette pour le ressentiment, l'instabilité et une nouvelle guerre froide en Méditerranée. J'ai passé des années à étudier le déclin des empires, et une chose est que ceux qui durent sont ceux qui s'adaptent. Les États-Unis s'accrochent toujours à l'idée qu'ils peuvent façonner le monde à leur image, qu'ils peuvent dicter les conditions de l'engagement et que leurs alliés suivront toujours leur exemple. Mais ce n'est plus ainsi que le monde fonctionne. L'Espagne nous montre à quoi ressemblera l'avenir, un monde où les pays poursuivent leurs propres intérêts, où les alliances sont fluides, où la religion et l'identité jouent un rôle central dans l'élaboration de la politique étrangère. La question est de savoir si les États-Unis tirent les leçons de l'exemple de l'Espagne, ou va-t-elle redoubler d'efforts sur les politiques ratées du passé ? Mon argent est sur ce dernier. Parce que les empires ne se développent pas tranquillement, et les États-Unis ne font pas l'exception. Mais cela ne signifie pas que l'Espagne doive participer au projet. Il trace sa propre voie, et le reste d'entre nous ferions bien d'y prêter attention. Car en fin de compte, les pays qui survivent sont ceux qui reconnaissent que les règles du jeu ont changé. Et en Espagne, la donne a changé. La seule question est de savoir si quelqu'un à Washington l'a remarqué. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le réalignement géopolitique de l'Espagne ne se produit pas en vase clos, il est motivé par des changements politiques internes tout aussi importants que les changements externes. La montée de l'islam en tant que force culturelle et même politique en Espagne n'est pas seulement une question de politique étrangère, il s'agit de la fracture du vieux consensus, de l'effondrement du règlement post-franquiste et de la recherche d'une nouvelle identité nationale dans un pays qui a passé les 4 dernières décennies à prétendre qu'il avait déjà tout compris. Et c'est là, plus que tout, ce qui devrait inquiéter l'establishment de Madrid, de Bruxelles et de Washington. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le système politique espagnol est dans une crise lente depuis l'effondrement financier de 2008, mais le véritable tournant s'est produit en 2018 avec la montée en puissance de Vox. Pour la première fois depuis la mort de Franco, un parti d'extrême droite est entré au Parlement, et il n'a pas seulement fait son entrée, il a explosé au Parlement. Le succès de Vox a forcé la gauche et le centre-ciche à repenser leur propre position sur la religion, l'identité et l'appartenance nationale. Le Parti socialiste, qui a gouverné l'Espagne pendant une grande partie de l'ère post-franquiste, a toujours été laïque, même de manière agressive. Mais ces dernières années, il a fait un effort délibéré pour s'engager auprès de la communauté musulmane espagnole, non pas en raison d'une conversion soudaine au multiculturalisme, mais parce qu'il reconnaît que l'islam fait désormais partie intégrante du tissu social siche. En 2021, le gouvernement dirigé par le PSOE a adopté une loi autorisant les étudiants musulmans à suivre des cours d'éducation religieuse dans les écoles publiques, une mesure qui aurait été impensable il y a à peine 10 ans. Pendant ce temps,
le Parti populaire conservateur, historiquement plus ouvert aux accommodements religieux, s'est retrouvé coincé entre sa base catholique traditionnelle et la nécessité de séduire un électorat plus jeune et plus diversifié. C'est là que les choses deviennent intéressantes. La droite siche est profondément divisée. Vox veut revenir en arrière jusqu'à une époque où l'Espagne était une nation catholique et homogène, mais le PP sait que c'est impossible. La population musulmane d'Espagne est passée de 300 000 personnes en 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, ce qui en fait la deuxième minorité religieuse en importance après le catholicisme. Et si la plupart de ces musulmans sont des immigrés ou des enfants d'immigrés, un nombre croissant de convertis aux siches sont des personnes qui ont choisi l'islam non pas en raison de liens familiaux, mais parce qu'ils le considèrent comme une alternative spirituelle et culturelle à la laïcité de l'Europe moderne. La réponse du PP a été d'essayer de récupérer une partie de la rhétorique de Vox tout en évitant l'islamophobie pure et simple. C'est un exercice d'équilibre délicat, et qui devient de plus en plus difficile à maintenir à mesure que le centre politique s'effondre. Parlons maintenant de la gauche. Le PSOE et son partenaire de coalition, Podemos, ont adopté une approche très différente. Ils voient la communauté musulmane espagnole comme un allié potentiel dans leur projet plus large de redéfinition de l'identité siche. En 2020, le gouvernement de Pedro Sánchez a officiellement reconnu la Commission islamique d'Espagne comme organe représentatif des musulmans du pays, lui donnant le même statut juridique que l'Église catholique. Il ne s'agissait pas simplement d'un geste symbolique, il s'agissait d'une reconnaissance du fait que l'islam fait désormais partie intégrante du paysage religieux espagnol et que l'État doit s'engager avec lui sur un pied d'égalité. Podemos, pour sa part, est allé encore plus loin, affirmant que l'héritage musulman de l'Espagne devrait être célébré comme faisant partie du passé multiculturel du pays. En 2021, le leader du parti, Pablo Iglesias, a prononcé un discours dans lequel il a appelé à une reconquête de l'histoire islamique de l'Espagne, une provocation délibérée dirigée contre la droite. Mais voilà, ni la gauche ni la droite n'ont de stratégie cohérente pour traiter de l'islam en Espagne. La gauche veut l'intégrer dans une nouvelle identité nationale inclusive, mais on ne voit pas clairement comment cela cadre avec ses instincts laïques. La droite veut le contenir, mais on ne voit pas clairement comment cela cadre avec la réalité d'une population musulmane croissante. Et Vox ? Vox veut prétendre que rien de tout cela n'arrive, que l'Espagne peut d'une manière ou d'une autre revenir à un monde d'avant 1978 où tout le monde était catholique et où personne ne remettait en question le récit national. Ce n'est pas seulement irréaliste, c'est dangereux. Alors, où cela nous mène-t-il ? Le scénario le plus probable est une période d'instabilité prolongée, au cours de laquelle les partis politiques espagnols continueront de se débattre avec la question de l'islam sans jamais vraiment la résoudre. Le PSOE continuera d'essayer de coopter le vote musulman, le PP continuera d'essayer de déborder Vox sans s'aliéner sa base modérée, et Vox continuera de pousser la fenêtre d'Overton plus à droite. Pendant ce temps, la communauté musulmane elle-même deviendra plus active politiquement, exigeant une plus grande reconnaissance et représentation. Nous avons déjà vu cela se produire dans des villes comme Ceuta et Melilla, où des partis politiques musulmans ont commencé à émerger, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils commencent à s'implanter dans le reste du pays. Le véritable joker ici, c'est la jeune génération. Les millénials siches et la génération Z sont bien plus laïcs que leurs parents, mais ils sont également plus ouverts à la diversité religieuse. Une enquête réalisée en 2022 par le Centro de Investigación Sociológica révèle que 42% des siards de moins de 35 ans ont une vision positive de l'islam, contre seulement 28% des plus de 55 ans. Il s'agit d'une génération qui a grandi avec Internet, avec une culture mondialisée, avec l'idée que l'identité est fluide et que la religion est un choix personnel plutôt qu'une obligation sociale. Pour eux, l'islam n'est pas une menace, c'est juste une autre option, une autre façon de comprendre le monde. Et c'est un problème pour la vieille garde, car cela signifie que les batailles politiques du futur ne porteront pas sur la place de l'islam en Espagne, mais sur le type d'islam qui a sa place en Espagne. Laissez-moi être, ce n'est pas seulement une question de religion. C'est une question de pouvoir. L'establishment de siche qu'il s'agisse du PSOE, du PP ou de la monarchie a passé les 40 dernières années à essayer de construire un consensus post-franquiste autour d'une idée très spécifique de ce qu'est l'Espagne, une nation européenne moderne et laïque qui a laissé derrière elle son passé autoritaire. Mais ce consensus s'effrite, et l'islam n'est qu'une des forces qui révèle ces fissures.
La montée du nationalisme catalan et basque, la désillusion croissante à l'égard de l'UE, la stagnation économique, tout cela alimente une crise plus large de l'identité siche. Et dans cette crise, l'islam est à la fois un symptôme et une cause. La question est, qu'est-ce qui vient ensuite ? Le scénario le plus optimiste est que l'Espagne parvienne à se forger une nouvelle identité nationale intégrant son héritage musulman sans sombrer dans le sectarisme. Le scénario le plus pessimiste est celui d'une fracture religieuse et culturelle du pays, la droite adoptant un catholicisme réactionnaire et la gauche un multiculturalisme laïque qui ne prend jamais vraiment racine. Mon pari est sur quelque chose dans une Espagne qui reste profondément divisée, où l'islam devient un élément permanent du paysage politique, mais où les vieilles élites peinent à s'adapter. Et cela me ramène à la dimension géopolitique. Car si l'Espagne ne parvient pas à intégrer l'islam dans son identité nationale, elle aura du mal à jouer le rôle qu'elle souhaite jouer en Méditerranée. Un pays en guerre contre lui-même ne peut pas être un pont entre l'Europe et l'Afrique. Un pays tiraillé entre laïcité et renouveau religieux ne peut pas composer avec les complexités d'une région où la religion reste une force déterminante. Et un pays qui ne peut pas décider ce qu'il représente ne peut être un allié fiable pour qui que ce soit, ni pour les États-Unis, ni pour l'UE, ni même pour ses propres voisins. Voici donc l'essentiel, l'engagement de l'Espagne envers l'islam n'est pas seulement une question intérieure. C'est une question géopolitique. La manière dont l'Espagne gère sa population musulmane déterminera si elle peut devenir la puissance méditerranéenne à laquelle elle aspire ou si elle restera un pays coincé entre son passé et son avenir. Et pour l'instant, les signes ne sont pas encourageants. La classe politique est toujours en train de rattraper son retard, l'opinion publique est toujours profondément divisée et les forces de réaction se renforcent de jour en jour. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise en étudiant l'histoire, c'est que les pays ne choisissent pas leur crise, ils peuvent seulement choisir la manière dont ils y réagissent. Et en Espagne, le temps presse. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la lutte de l'Espagne contre l'islam n'est pas seulement une question d'immigration ou d'anxiété culturelle, c'est une grande stratégie. La Méditerranée a toujours été un échiquier, et l'Espagne se trouve sur l'une de ses cases les plus critiques. Les élites du pays ont passé des décennies à tenter de se positionner comme le gardien du sud de l'UE, un pont entre l'Europe et le Maghreb, une force stabilisatrice dans une région où l'instabilité est la seule constante. Mais cette ambition nécessite une identité nationale cohérente, capable d'absorber et de projeter son influence sans se fracturer en interne. Et pour l'instant, l'Espagne n'en a pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La Méditerranée se réchauffe, au propre comme au figuré. Le changement climatique transforme l'Afrique du Nord en une marmite de sécheresse, de migration et d'extrémisme. La Libye reste un État en faillite. L'Algérie joue un jeu délicat entre la Russie, la Chine et l'Occident. Le Maroc s'affirme comme une puissance régionale, l'Espagne étant prise au milieu de ses différends avec l'Algérie et de ses ambitions au Sahara occidental. Et puis il y a la Turquie, qui a passé la dernière décennie à se réaffirmer en tant que puissance musulmane avec des ambitions navales en Méditerranée orientale. Dans cet environnement, la capacité de l'Espagne à agir en tant que médiateur crédible dépend à la fois de sa cohésion interne et de sa légitimité perçue aux yeux de ses voisins du Sud. La population musulmane d'Espagne n'est pas seulement un défi intérieur, c'est un atout géopolitique. Ou du moins, cela pourrait l'être. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie comptent tous d'importantes diasporas en Espagne, et ces communautés constituent des canaux d'influence potentiels. Une Espagne capable d'intégrer ces musulmans n'est pas seulement une Espagne plus stable, c'est une Espagne qui peut parler avec crédibilité au gouvernement de Rabat, d'Alger et de Tunis. Mais si l'Espagne traite ses citoyens musulmans comme une menace pour la sécurité plutôt que comme un pont, elle cède cette influence à d'autres. Et en Méditerranée, l'influence est une monnaie d'échange. Prenons le Maroc, par exemple. Le royaume a passé des années à cultiver sa diaspora en Espagne, se présentant comme le protecteur de l'identité marocaine à l'étranger. Lorsque les responsables politiques de Sich parlent de réprimer la radicalisation islamiste, Rabat y entend une menace contre son soft power. Lorsque Madrid expulse des ressortissants marocains, il ne s'agit pas seulement d'une mesure de sécurité intérieure, c'est un signal géopolitique. Et le Maroc a des options. Cela peut augmenter la pression sur Ceuta et Melilla, cela peut restreindre les droits de pêche de Sich, cela peut rendre la vie difficile aux entreprises Sich opérant dans le royaume.
L'Espagne a plus besoin du Maroc que le Maroc n'a besoin de l'Espagne, et les deux parties le savent. Mais le véritable joker n'est pas le Maroc, mais le monde islamique au sens large. La relation de l'Espagne avec l'islam ne concerne pas seulement sa propre population musulmane, il s'agit de la façon dont le reste du monde musulman voit l'Espagne. Et à l'heure actuelle, cette perception est un mélange de nostalgie et de ressentiment. Il y a la mémoire romancée d'Al-Andalus, l'âge d'or de l'Espagne musulmane, qui est encore invoqué par les dirigeants d'Erdogan jusqu'à la monarchie saoudienne comme symbole de la gloire passée de la civilisation islamique. Mais il y a aussi l'amertume persistante concernant la Reconquista, l'Inquisition et l'expulsion des Morisques en 1609, des événements qui sont encore enseignés dans les écoles arabes comme des exemples de perfidie européenne. C'est important car la capacité de l'Espagne à opérer en Méditerranée dépend du fait qu'elle soit considérée comme un partenaire ou comme une relique du colonialisme. Lorsque les diplomates siches tentent d'agir comme médiateurs dans des conflits comme la Libye, leur crédibilité dépend du fait qu'ils soient perçus comme des médiateurs neutres ou comme des intrus européens. Et lorsque les politiques intérieures espagnoles comme l'interdiction de la burqa en Catalogne ou la répression des mosquées font la une de la presse arabe, cela renforce le récit selon lequel l'Europe est en guerre contre l'islam. Ce n'est pas seulement un problème de relations publiques, c'est un passif stratégique. Alors, quelles sont les options de l'Espagne ? Le discours de l'establishment est que le pays doit redoubler d'efforts en matière d'assimilation et imposer une laïcité rigide qui ne laisse aucune place à l'identité religieuse dans la sphère publique. Mais c'est une stratégie perdante. D'une part, cela ignore le fait que la population musulmane espagnole est déjà profondément intégrée d'une manière qui va au-delà de la politique. Le football de Siche, par exemple, regorge de joueurs d'origine nord-africaine de Munir El Haddadi à Achraf Hakimi qui sont célébrés comme des héros nationaux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le reflet du fonctionnement de l'identité au XXIe siècle. On ne peut pas dire à un enfant qui a grandi en encourageant l'équipe nationale siche qu'il n'en a pas sa place parce que ses parents sont originaires du Maroc. L'alternative est une approche plus pluraliste, qui reconnaît l'islam comme un élément permanent du tissu social espagnol sans céder à la théocratie. Cela ne signifie pas céder aux exigences des imams les plus conservateurs ou permettre aux puissances étrangères de dicter leur politique religieuse. Cela signifie reconnaître que les communautés musulmanes d'Espagne sont diverses, certaines sont laïques, d'autres pieuses, d'autres se situent quelque part entre les deux et que le rôle de l'État est de fournir un cadre de coexistence, et non de contrôler les croyances. Cela signifie investir dans l'éducation, non seulement dans la langue et la culture siche, mais aussi dans l'histoire d'Al-Andalus et dans les contributions des musulmans à la civilisation siche. Et cela signifie traiter les citoyens musulmans d'Espagne comme des acteurs de l'avenir du pays, et non comme un problème à gérer. Mais voilà, rien de tout cela n'arrivera à moins que la classe politique espagnole cesse de traiter l'islam comme une question de division. La droite devra accepter que l'Espagne n'est plus une nation catholique au sens strict du terme, et la gauche devra cesser de prétendre que le multiculturalisme est une esse. Le parti d'extrême droite Vox a fait de l'islamophobie un élément central de son programme, mais même le Partido Popular, principal parti, flirte avec la rhétorique anti-musulmane lorsque cela sert ses intérêts électoraux. De l'autre côté, Podemos et les factions les plus radicales de gauche ont adopté une sorte de multiculturalisme performatif qui ignore souvent les défis bien réels de l'intégration. Aucune des deux approches n'est durable. Le résultat le plus probable, malheureusement, est que l'Espagne s'en sorte ni en accueillant pleinement sa population musulmane, ni en la rejetant totalement, mais en oscillant entre les deux en fonction de la direction dans laquelle souffle le vent politique. Ce n'est pas une recette pour la stabilité, mais c'est la voie de la moindre résistance. Et à court terme, cela pourrait même fonctionner. L'Espagne peut encore jouer un rôle en Méditerranée, mais celui-ci sera réduit. Ce sera un pays qui prétend être un pont mais qui a du mal à tenir le coup, un pays qui ne fait pas son poids parce qu'il n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa propre maison. Mais il existe une autre possibilité, à la fois plus optimiste et plus difficile. L'Espagne pourrait choisir de se réapproprier son histoire, non pas en tant que nation catholique, non pas en tant que république laïque, mais en tant que civilisation façonnée par de multiples traditions. Cela ne signifie pas blanchir les chapitres les plus sombres de la Reconquista ou de l'Inquisition, mais cela signifie reconnaître que l'identité de l'Espagne a toujours été un travail en cours. Le pays qui a expulsé les Juifs en 1492 et les Morisques en 1609 est le même pays qui a produit Cervantes,
qui a écrit Don Quichotte alors qu'il vivait dans une société où musulmans, chrétiens et juifs coexistaient autrefois. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est un rappel que l'identité est fluide et que le passé ne doit pas dicter l'avenir. La question est de savoir si les dirigeants espagnols ont la vision nécessaire pour y parvenir. Pour l'instant, les signes ne sont pas encourageants. La classe politique est toujours prisonnière des vieux paradigmes, gauche contre droite, laïque contre religieux, européen contre africain. Mais l'histoire n'avance pas en ligne droite. Parfois, il faut une crise pour forcer les comptes. Et en Espagne, cette crise est peut-être déjà là. La montée de Vox, les tensions autour de la Catalogne, les retombées économiques de la crise, tout cela exerce une pression sur le système. La manière dont l'Espagne répondra à sa population musulmane sera un test pour savoir si elle peut s'adapter ou si elle va se fracturer. Pour le reste de l'Europe, la lutte de l'Espagne constitue un avertissement. Le continent est aux prises avec les mêmes questions: comment intégrer les communautés musulmanes, comment concilier laïcité et liberté religieuse, comment définir l'identité nationale à l'ère des migrations massives. Mais le cas de l'Espagne est unique en raison de son histoire. Aucun autre pays européen n'a un passé aussi étroitement lié à l'islam que l'Espagne. Et cette histoire n'est pas seulement un fardeau, c'est une opportunité. Si l'Espagne parvient à concilier son passé avec son présent, elle pourrait devenir un modèle pour le reste de l'Europe. S'il n'y parvient pas, il restera un pays hanté par les fantômes d'Al-Andalus, une nation qui n'a jamais vraiment échappé à sa propre histoire. Quant à moi, je vais surveiller de près. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Espagne, il s'agit de l'avenir de la Méditerranée et de l'avenir de l'Europe. Et en géopolitique, les pays qui affrontent leurs contradictions sont ceux qui façonnent le monde. Ceux qui les ignorent sont ceux qui en sont façonnés. L'Espagne a un choix à faire. L'horloge tourne.